Alors, c'est avec grande joie que nous accueillons aujourd'hui Serena Bouchter. La chaire la connaît depuis la création du réseau international Respire, Santé, Soins, Spiritualité, dont nous sommes partenaires, réseau où elle œuvre comme responsable scientifique et coordinatrice. Aujourd'hui, c'est à l'invitation de l'actuelle titulaire de la chaire, la professeure Hélène Champagne, malheureusement revenue à l'extérieur, que nous sommes ravis de la recevoir. J'ajouterai que je me réjouis tout particulièrement et personnellement de cette invitation, puisque j'ai la chance depuis plusieurs années de collaborer avec Serena à différents projets qu'elle pilote. Serena Bouchter est infirmière, titulaire d'un master en santé publique et d'un PhD en sciences humaines et sociales de la médecine. Elle a soutenu sa thèse de doctorat il y a quelques semaines à peine. Elle est membre de l'Institut des humanités en médecine du Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Elle nourrit un intérêt particulier pour les aspects pédagogiques liés à la prise en compte de la dimension spirituelle dans les soins, et elle y a notamment consacré sa recherche doctorale. Elle enseigne en Belgique et en Suisse dans divers programmes de formation en santé publique, physiothérapie, sciences infirmières. Madame Bouchter utilisera une présentation PowerPoint et c'est avec grand plaisir et intérêt que je lui cède maintenant la parole. À toi, Serena. Merci beaucoup, Joanne. D'abord, je m'assure que la technique suit. Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. Je me remercie tout d'abord chaleureusement la chaire Religion, Spiritualité, Santé de m'offrir l'occasion de vous partager quelques aspects de ma recherche et réflexion aujourd'hui. J'ai la chance de collaborer avec les porteurs de cette chaire depuis une quinzaine d'années, en effet, comme tu l'as mentionné, Joanne. Dans le cadre du réseau Respire, j'ai la joie de travailler, échanger de manière presque hebdomadaire avec Madame Joanne Le Sarre, dont j'apprécie ce que j'appelle la redoutable efficacité chevillée à l'intelligence, mais aussi de remercier le professeur Guy Jobin pour sa confiance et son investissement au tout début de notre projet de collection, puis de réseau, Santé, Soins et Spiritualité, il y a déjà 15 ans. Et ça a été tout à fait déterminant pour sa fondation. Et je remercie aussi le soutien de la professeure Hélène Champagne qui a succédé à ce moment de fondation et qui imprime aujourd'hui son dynamisme positif pour l'avenir de nos projets. Aujourd'hui, je vais vous parler depuis mon autre affiliation, non pas le Respire, mais depuis mon rattachement effectivement à l'Université de Lausanne en Suisse et particulièrement à son Institut des humanités en médecine. Et je vais vous présenter certains résultats de recherche menés entre les années 2023 et 2025, c'est tout récent, dans le cadre de cette recherche doctorale pour thème la formation des professionnels de la santé au spiritual care. La thèse a été dirigée par les professeurs Stéphanie Monod-Sorti et Manuela Eichter, qui sont co-auteurs des différents résultats que vous allez voir ce soir. Alors, voici le menu de votre souper si vous êtes en Belgique et en Suisse, de votre dîner si vous êtes en France, il n'y a pas forcément de décalage horaire, mais un décalage linguistique, et de votre café digestif si vous êtes au Québec. Le menu, il est assez classique à prime abord, du genre entrée, plat, dessert d'un projet de recherche. Avant de commencer, on m'a suggéré pour cette conférence, et à juste titre, de clarifier ce que j'entendais par spiritual care. Donc, le spiritual care, dans le cadre de cette présentation, ce sera l'attention, le souci, au sens du to care en anglais, pour la spiritualité dans un contexte de soins et toutes les actions qui vont découler ensuite de cette attention. Alors, ces interventions, elles peuvent aller de la présence silencieuse auprès d'un patient, d'une famille ou d'un collègue, à des propositions rituelles ou des prières déléguées à des référents religieux, en passant par une manière d'écouter la personne, une manière de l'aider dans ses besoins quotidiens qui promeuvent sa dignité, ou encore de soutenir la fragile reconstruction d'espoir et l'élaboration du sens à ce qu'elle est. Le spiritual care est une attention en partage. Certains développent des compétences spécialisées, on les appelle selon les pays intervenants, soins spirituels, aumôniers, accompagnants spirituels, tandis que la grande majorité des professionnels de la santé développent, ou en tout cas sont invités à développer, des compétences de base pour s'en soucier. Ces professionnels de la santé ne se substituent pas donc aux professionnels spécialisés, mais le plus souvent, au contraire, permettent de faire le pont, de mieux cerner lorsqu'il est important d'en référer, de déléguer ce type de suivi.
Voilà, alors quelques évidences ensuite. Ces 20 dernières années, les études sur le spiritual care se sont multipliées, démontrant de manière de plus en plus convaincante les effets positifs de la prise en compte de la dimension spirituelle dans les soins. Nous savons désormais que le spiritual care améliore l'alliance thérapeutique, de meilleures décisions éthiques, la qualité des soins et que cela favorise la santé physique et mentale. Et concernant ce dernier point, l'impact sur la santé physique et mentale, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui les mécanismes par lesquels cela se produit. Le spiritual care faciliterait les pratiques spirituelles et religieuses qui elles-mêmes favorisent des comportements pro-santé, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas consommer de drogue, etc. Et ces pratiques, elles favorisent aussi le soutien psychosocial des communautés d'appartenance. Et enfin, ces pratiques ont une action physiologique, en effet, la réduction du stress via les voies neuro-endocriniennes ont des conséquences sur la santé qui sont par exemple mesurables sur la tension artérielle, la fréquence cardiaque et l'immunité. Parallèlement à cette accumulation de preuves sur les bienfaits du spiritual care, on se demande évidemment comment favoriser dans la clinique ou qu'est-ce qui l'empêche. Et au-delà du facteur temps à disposition, la formation a été désignée comme un élément absolument déterminant pour que le spiritual care soit encouragé et réellement prodigué. Alors dès lors, comment former au spiritual care les infirmiers et médecins, car ce sont principalement ces deux populations qui étaient étudiées, qui sont étudiées. Alors pour être guidés, des référentiels de compétences pour la formation a été élaboré. Un référentiel de compétences, c'est une liste de compétences à viser pour guider la formation et aussi des méthodes pédagogiques qui sont présentées comme les meilleures pour favoriser cet apprentissage au spiritual care. Donc, on a recherché ce qui aujourd'hui représente les bonnes pratiques, ça veut dire ce qui pourrait être la norme, la référence pour cette formation, et on a comparé avec des référentiels qui existent. Et pour faire ce travail préalable qui va introduire la question de recherche, une revue de littérature nous a permis d'identifier 12 publications ayant réalisé elles-mêmes un état des lieux de la recherche sur cette formation. Donc ces états des lieux se basaient au total sur plus ou moins 250 études consacrées à l'enseignement du spiritual care ces 15 dernières années. On a recherché aussi si des états des lieux étaient réalisés uniquement dans les domaines infirmiers versus médicaux. Et ce travail a permis d'identifier les compétences reconnues nécessaires aujourd'hui pour le spiritual care. Et ça nous a permis de dresser un tableau final avec les compétences à atteindre dans l'idéal pour une formation de base au spiritual care. Alors, ce n'est pas fait pour être lu, je vous dis tout de suite, et vous trouverez tous ces résultats dans une publication dont je vais vous donner tout de suite les références. Ce qui nous intéressait, c'était la comparaison. Cette comparaison, euh, il y avait peu ou pas pratiquement de différence entre les sciences infirmières et les sciences médicales. Comme on le voit sur ce schéma, les compétences des uns et des autres dans la littérature se superposent quasiment. Voilà. Ce sont les mêmes à quelques exceptions près. Donc, même compétence, c'était pratique. On s'est dit comme ça, on peut proposer un seul référentiel pour la Suisse, par exemple, mais il y avait un petit paradoxe qui nous gênait. Pour les mêmes compétences mentionnées, par exemple, la compétence de soutenir une discussion sur un sujet spirituel, des différences significatives apparaissaient dans les buts visés par le spiritual care. Les sciences médicales mentionnent plus fréquemment comme objectif l'alliance thérapeutique, l'évitement de traitements inutiles ou la compliance des patients. Et les sciences infirmières, quant à elles, évoquent davantage la connexion ou la résonance avec le patient, la compassion et la dignité. Et donc, vous trouverez tout ça dans un article édité dans la revue Spiritual Care l'an passé. Et ce qui est frappant, c'est que ces différences ne sont jamais vraiment discutées dans la littérature dédiée à l'enseignement du spiritual care, ni entre médecins et infirmiers ou autres professionnels de la santé, mais pas non plus entre professionnels de la santé et intervenants en soins spirituels, accompagnants spirituels ou aumôniers. Et ce silence nous a vraiment interpellés car il pourrait potentiellement
limiter une interdisciplinarité féconde qui nécessiterait, au contraire, une prise de conscience de la complémentarité de chaque discipline, des limites et des forces de chacun, chacune pour le spiritual care. Alors, notre hypothèse était la suivante. Si ces différences de but existent pour le spiritual care, elles pourraient s'expliquer par des conceptions différentes de ce qu'est la santé elle-même. Après tout, la santé est la finalité des médecins et des infirmiers. Et si nous avons des représentations différentes de cette finalité, ça déterminera a priori notre approche du spiritual care. Donc, nos questions à rebours ont été: quels sont les différents concepts de santé en sciences infirmières et sciences médicales auxquels se rapportent les buts du spiritual care? Ensuite, et par conséquent, dans la formation des médecins et infirmiers, quelles compétences au spiritual care devraient être acquises pour répondre à ces buts spécifiques? Pour répondre à ces questions, on a procédé en 3 étapes distinctes. On va rentrer un peu dans la méthode. La première a consisté en une identification et sélection des définitions de la santé, des concepts de santé à travers une recherche de littérature menée en 2024. Nous avons limité notre recherche à la culture médicale et soignante de la médecine conventionnelle entre les années 60 et 2024. Il est important de préciser que nous n'avons pas inclus les définitions de la santé hors de cette culture occidentale, ni celles provenant des sciences de la religion, de type santé-salut, ou des spiritualités alternatives. Et on verra, ou médecine alternative. Et on verra que même en restant dans ce cadre très réduit, la diversité est très interpellante. Alors, la recherche, elle a été menée dans des bases de données habituelles en sciences médicales et humaines. Puis, on a ajouté les travaux des grands classiques, c'est-à-dire certaines publications essentielles de la philosophie de la médecine et des soins, connues pour avoir marqué les étapes clés dans la conception de la santé, comme les travaux de Canguilhem, Foucault, Engel, Illich, Bors, Nordenfeld. Ensuite, on était un peu embêtés parce que tous ces écrits rassemblés n'apportaient pas de concept de santé issu des sciences infirmières. Alors, on a été les chercher à partir d'une synthèse proposée dans l'ouvrage La pensée infirmière, un grand classique des sciences infirmières qu'on doit à une équipe de professeurs de Montréal, qui nous a orientés vers les définitions dans les travaux de Pars, Watson, Newman, Reed, ainsi que Patterson et Sderat, pour ceux qui sont familiers avec ces théoriciennes des soins infirmiers. Une fois ces différents concepts de santé récoltés, analysés, une deuxième étape a consisté à catégoriser ces définitions. Nous avons procédé par élargissement successif entre des conceptions de la santé qui peuvent sembler les plus restrictives, qu'on qualifie ici de matérialistes, réduites, vers les plus larges et inclusives. Cette typologie suit un continuum allant d'un paradigme naturaliste, où la santé elle est définie à partir des faits biologiques, vers un paradigme normativiste, dans lequel la santé dépend de normes et de valeurs subjectives telles qu'elles sont jugées, estimées par le patient, ses proches et les soignants. Notre méthode, elle s'est inspirée des travaux de Demadière sur la constitution des typologies de description ainsi que de sa conception de la cartographie. Ça veut dire qu'on a réalisé une sorte de carte de géographie, ici c'était plusieurs ovales, et cette manière de représenter les données permet d'envisager les combinaisons, superpositions et surtout les états de transition entre les types. Enfin, la troisième étape a consisté à identifier dans la méthode les compétences au spiritual care liées à chaque définition de référence sur la santé. Voilà, pardon. Ce travail d'identification, il a été réalisé à partir d'un autre corpus de littérature constitué par les études sur la formation au spiritual care, déjà sélectionné dans la revue de littérature préalable qu'on avait menée et que je vous ai citée juste précédemment. Nous avons identifié quelles compétences en spiritual care étaient explicitement et le plus souvent implicitement rapportées à une conception de la santé. Voilà, donc pour les détails techniques de la méthode, je vais m'arrêter là. On va faire un saut directement vers les résultats. Les 5 conceptions de la santé identifiées
que nous avons en tout cas catégorisées et organisées sont la santé comme absence de maladie, la santé bien-être, la santé moyen d'atteindre des buts et la santé actualisation de soi. Et enfin, pas fini, la santé participation à un monde meilleur. Et ça, on va le déployer maintenant. Pour chacune, je vais décrire la conception de la santé, la place accordée à la spiritualité et le type de spiritual care correspondant avec un exemple de compétences clés à développer dans la formation. Alors, première catégorie, comme vous le voyez, la santé comme absence de maladie. Alors, elle émane principalement du biomédical. La définition incontournable ici, c'est celle de Christopher Borst dans les années 70, qui théorise la santé biostatistique. Il affirme que la santé au sens théorique est l'absence de maladie et que la maladie n'est autre chose que le fonctionnement biologique d'une partie de l'organisme statistiquement en dessous de la norme pour l'espèce. Donc, par conséquent, la classification des états humains comme sains ou pathologiques est une question objective que l'on doit résoudre à partir des faits biologiques de la nature sans qu'il soit nécessaire de recourir à des jugements de valeur. Dans le cadre de cette définition de la santé, la spiritualité est rarement nommée ou prise en compte. Lorsqu'elle est considérée, c'est pour son impact potentiel contribuant à la thérapie. Cet impact, elle s'appuie sur des études qui mesurent les effets de la pratique religieuse ou spirituelle qu'on a vu précédemment dans l'introduction. Ce type d'étude envisage alors la spiritualité comme un facteur à l'image d'autres facteurs sociaux, psychosociaux. La pratique spirituelle ou religieuse est même parfois comparée à la consommation de fruits et légumes 5 fois par jour. Alors, je vous ai mis la référence à un article sur la spiritualité et longévité paru l'an passé en note qui explicite particulièrement cette comparaison. Et le professionnel de la santé, on va passer à la question du spiritual care, de manière assez pragmatique et ainsi invité à favoriser l'accès à cette spiritualité si elle peut impacter positivement la santé physique ou mentale de son patient. Un peu comme il favoriserait l'activité physique ou une alimentation équilibrée. Donc, dans cette perspective, le spiritual care, c'est soutenir ces pratiques si elles sont celles du patient lui-même, ses habitudes de vie, si elles s'avèrent compatibles avec les traitements, mais elles ne vont pas être promues a priori par peur d'insinuer une forme de prosélytisme, mais aussi par manque de compétences, moyens, clarté sur les rôles à endosser dans ce domaine. A contrario, une proposition active d'intervention de type accompagnement spirituel par des professionnels spécialisés est envisagée si la spiritualité s'avère délétère, comme par exemple pour contrer un refus de soins ou de médication, pour essayer de travailler, en général d'infléchir les croyances ou pratiques spirituelles qui nuisent au traitement ou directement à la santé physique ou mentale. Donc les compétences à développer dans cette perspective sont orientées vers le repérage des pratiques spirituelles et religieuses, leur éventuelle intégration dans la planification des soins, permettre par exemple à quelqu'un de prier et de ne pas le déranger. Cela nécessitera parfois aussi des compétences pour comprendre et tenir compte des options et visions du monde afin d'obtenir une meilleure alliance thérapeutique, mais ça reste très très marginal dans cette conception où, je le rappelle, la tendance est plutôt de ne pas considérer la spiritualité. Alors on va passer à la deuxième catégorie, la santé comme bien-être bio, psychosocial et spirituel. La deuxième conception élargit considérablement la perspective. La charte de l'Organisation mondiale de la santé en 1948 définit la santé comme un état de bien-être biopsychosocial et non seulement l'absence de maladie. C'est un élargissement important qu'on a schématisé par un deuxième cercle et qui place de facto la quasi-totalité des personnes dans un état de non-santé, car dans l'impossibilité d'atteindre un complet bien-être. Ainsi, les critiques abondent pour retirer la notion de complétude et à l'heure actuelle, et malgré de nombreuses propositions, cette définition, elle n'a pas encore pu évoluer de manière consensuelle. Le bien-être mental et spirituel est ajouté plus tardivement, sujet d'âpres négociations lors de l'Assemblée de Bangkok en 2005 dans le cadre des discussions sur la promotion de la santé. Ce bien-être spirituel est qualifié par la personne elle-même. Il s'agit d'un basculement inverse par rapport aux tenants du naturalisme de type Bohr, qu'on a vu précédemment, où le bien-être va être guidé par les valeurs,
donc évalué de manière subjective par le patient en interaction avec son entourage et l'équipe soignante. Alors, dans ce cadre, c'est quoi le spiritual care? Eh bien, c'est la préoccupation pour ce bien-être global de la personne et notamment comment il va qualifier lui-même, ce bien-être et son état inverse, la détresse spirituelle. De nombreux outils, dont voici quelques exemples, favorisent la compréhension du bien-être spirituel du patient et offrent des mots, des questions à poser pour tenter de mieux comprendre où en est le patient. Comment il estime son état de bien-être? Dans le domaine de la recherche, l'OMS aussi a créé un instrument pour ce type de mesure du bien-être et de contribution à la qualité de vie. Alors, je vous en mets quelques-uns. La visée du spiritual care est donc le bien-être spirituel le plus complet possible, généralement attribué à un sentiment de plénitude, d'intégrité, d'harmonie corps, âme, esprit, de paisibilité, en lien avec le bien-être physique, psychique et social. Les concepts de santé globale et holistique se situent dans cette catégorie et parfois dans les suivantes, selon les affiliations à divers courants. Alors, quelles compétences clés à développer dans la formation? Eh bien, pour le professionnel de la santé, il est invité à mener une conversation pour comprendre comment la personne juge sa santé à l'aune du bien-être, y compris le bien-être spirituel évidemment, c'est-à-dire quelle normativité elle met à l'œuvre pour le définir. À ces fins, des compétences peuvent être développées pour utiliser les outils de repérage, les outils d'exploration que vous voyez ici, ou les outils de dépistage de la détresse spirituelle, comme le SOS pour l'oncologie, le STILDAT, le manuel de diagnostic infirmier de l'ANANDA, etc. Du côté des compétences clés à développer, généralement, les professionnels de la santé repèrent, détectent les besoins et désirs spirituels et communiquent à un professionnel spécialisé en spiritual care les éléments repérés dans le cadre d'une délégation. En général, ils le font lors d'un doute ou d'une certitude de détresse spirituelle. Ensuite, ces professionnels spécialisés évaluent les composantes et l'intensité de la détresse spirituelle et le besoin d'accompagnement avec ou sans outils formalisés, par exemple. Vous avez vu l'aide de l'outil Repère pour l'évaluation en soins spirituels du Centre Spiritualité Santé de Québec, juste ici en dessous. On va passer à la troisième catégorie, une catégorie de concepts de santé qui se situe au-delà du bien-être. Là, il y a un saut conceptuel considérable. On l'a schématisé par un cercle plus épais qui représente ce saut substantiel au-delà de l'état de bien-être. La santé est vue comme un instrument, comme une dynamique équilibre qui nous permet d'atteindre les buts. Donc au-delà, la santé n'est plus forcément une question de se sentir bien ou mal. La santé ne doit pas, mais peut être un vivre et souffrir. Je vous montre deux exemples de définition. Machtel Huber, médecin aux Pays-Bas, et porteuse elle-même d'une maladie chronique, elle propose une définition de la santé qui rayonne aujourd'hui dans les pays nordiques, mais bien au-delà. Elle parle de la capacité de s'adapter et de s'autogérer. Elle décrit une dynamique de résilience pour parvenir à un nouvel équilibre permettant sur le long terme de réaliser ses buts, non sans épreuve. Son modèle de santé positive à 5 composantes prend en compte les questions de sens et de foi, tout autant que les fonctions physiques, le fonctionnement quotidien, le bien-être mental, la participation sociale et la qualité de vie. Ainsi, une personne qui a de grandes limitations fonctionnelles pourrait, malgré tout, grâce à un investissement, un équilibre dans ces différentes composantes, se considérer en santé, car elle peut réaliser certains buts qu'elle s'est fixés et qui lui permettent de dire que sa vie est bonne. Comme par exemple d'être encore capable de transmettre à ses petits-enfants ce que l'on souhaite, et pour cela de pouvoir les accueillir chez soi, ou de pouvoir être capable de s'occuper d'une association qu'on décrira comme vitale pour soi. Un autre exemple est celui de Jean Furtos, psychiatre des hôpitaux en France auprès de populations extrêmement précarisées, qui définit la santé mentale comme, je cite, la capacité de vivre et souffrir dans un environnement transformable, sans destructivité, mais non pas sans révolte.
On est loin de l'idéalisme de l'OMS. Furtos ose parler d'une capacité à souffrir sans destructivité, c'est-à-dire une conception de la santé qui intègre la souffrance. Cette souffrance existentielle est évoquée par le sentiment d'injustice, la révolte, signe de la vulnérabilité extrême des populations qui constituent sa patientèle, des personnes qui aspirent simplement à exister et ne pas être niées par la société. Ça rejoint en partie les réflexions de chercheurs en santé mentale qui orientent leur définition de la santé vers la manière de donner une valeur à la vie et de s'y engager. Voilà. Comme par exemple les auteurs de cet article qui donnent comme exemple aimer, soigner, donner ou transmettre à l'autre permettent d'être en santé mentale même si une sensation de mal-être perdure à cause de la santé. Justement de la mauvaise santé conçue de manière différente. On peut constater qu'entre la définition de Furtos et celle d'Hubert, le sujet du verbe adapter dans leur définition varie de soi pour Hubert à l'environnement pour Furtos. Cette variation, elle est probablement liée à des environnements faiblement ou fortement capacitaires selon le milieu social, avec une influence dominante soit des théories de la résilience centrées sur l'individu pour Hubert, et soit des théories des capacités centrées sur l'environnement capacitaire pour Furtos. Dans cette optique, la spiritualité peut être envisagée comme l'environnement capacitaire. Les pratiques spirituelles participent alors à cette dynamique vers l'accomplissement d'un but. Ça, c'est la spiritualité comme hygiène de vie, avec la méditation, l'ascèse ou les prescriptions alimentaires. Et la spiritualité peut aussi offrir l'inspiration, la force morale et les principes ou les personnes de référence qui guident la traversée de l'épreuve. Mais la spiritualité, c'est aussi un moyen pour l'achèvement. Donc là, c'est un moyen pour l'achèvement d'un but, tout comme la spiritualité peut, pour de nombreuses personnes, être le but de l'existence humaine, qui se présenterait par exemple comme la connexion à une forme de transcendance, la contemplation ou la compassion que la santé pourrait servir. C'est un peu le serpent spiritualité, là, qui se mord la queue. Une des premières étapes du spiritual care est ainsi de comprendre les buts de la personne elle-même, quels sont ses besoins d'accomplissement, de lien, de connexion spirituelle, pour envisager comment adapter l'environnement ou favoriser les forces de résilience de la personne. Révélateur de cette manière d'envisager le spiritual care, les chercheurs en soins infirmiers McSherry et Ross proposent un outil d'exploration qu'ils nomment d'anamnèse implicite de la spiritualité. C'est le modèle d'évaluation spirituelle à 2 questions, qui consiste à demander régulièrement à la personne « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous maintenant et que pouvons-nous faire pour cela ?» permettant de régulièrement vérifier les priorités et buts de la personne soignée, un outil qui paraît un peu simpliste, voire désinvolte par rapport à la complexité du sujet. Mais un outil sauve qui peut dans le tumulte d'un environnement de soins stressant où certains réflexes permettent au moins d'ouvrir le champ sans craindre d'être trop invasif car la réponse peut se porter à la fois sur des préoccupations physiques, psychiques, sociales ou spirituelles. Les compétences clés à développer dans la formation, c'est évidemment de favoriser l'environnement pour rendre possible l'accomplissement des buts évoqués par la personne en sollicitant alors toute la créativité du soignant. On va passer à la 4e catégorie. 4e catégorie, la santé comme actualisation de soi. Un nouveau paradigme de la santé. Là, on fait un saut, un zoom sur les écrits des théoriciennes des soins infirmiers à partir des années 70, qu'on appelle du paradigme de la transformation. C'est celui de la santé comme transformation de soi, de son entourage et de son environnement. La santé y est principalement perçue comme l'élargissement de la conscience et comme actualisation de soi. Jane Watson affirme la santé n'est pas une question de se sentir bien ou mal, mais d'être en phase avec la réalité. Cela ne conditionne ni ne condamne à ne plus être en santé. L'actualisation de soi émane du milieu des théories psychologiques, développementales et humanistes qui foisonnent à l'époque, dans Maslow, Erikson, Lovinger et bien d'autres. Et la notion de progression, d'élévation avec une forme d'aspiration intérieure pour son devenir
C'est au fond devenir soi-même qui est la nouvelle manière de se dire en santé. Et donc, on a un portrait, quelques portraits de théoriciennes qu'on va commenter. Rosemary Pars forme un néologisme pour définir la santé. Elle va dire c'est le human becoming en un seul mot et sans espace, donc c'est pas une faute de frappe. Pars, elle va proposer une théorie de l'humain en devenir où celui-ci co-construit avec son entourage, donc principalement le soignant, au sein d'une dynamique perpétuellement changeante, le sens à ce qui lui arrive et le sens à la santé. Patterson et Sderad, dans la théorie des soins infirmiers humanistes, parleront du plus-être. Margaret Newman, elle, je, voilà, le plus-être. Margaret Newman définit la santé comme élargissement de la conscience. Concrètement, atteinte d'une maladie ou suite à un handicap, une personne va devoir réenvisager sa vie, c'est-à-dire étendre sa conscience, accepter la perte, entrer dans du nouveau, du plus large par rapport à ce qu'elle connaissait. Donc ces concepts vont plus loin que la résilience selon Huber. La santé, elle nécessite une démarche supplémentaire, élaborer un nouveau sens, se réconcilier avec ce qui nous est arrivé et dépasser ses limites. Pamela Reed nomme ça l'autotranscendance, cette capacité à dépasser la situation pour aller au-delà du donné. Et cela se réalise en partie en relisant, nommant ce qui est arrivé et en lui attribuant un sens dans son parcours de vie. Les compétences du spiritual care, alors, sont orientés vers le soutien à une conversation sur des sujets existentiels, spirituels, toujours cette même compétence, mais dans le but de soutenir cette coélaboration du sens, trouver aussi le rythme, savoir ouvrir des espaces-temps, offrir son empathie, la compassion, sont aussi des compétences clés dans cette manière de voir la santé, mais plus particulièrement, l'environnement le plus propice pour favoriser ces processus d'autotranscendance, c'est l'infirmier lui-même. Donc ça, c'est vraiment au centre de plusieurs de ces théories, mais particulièrement celle de Watson, où elle décrit que l'infirmier est l'environnement guérissant. Et cet environnement, il doit être travaillé, préparé. C'est ce qu'elle a appelé, ce que Hildegard Peplow a appelé antérieurement l'utilisation thérapeutique de soi. Ainsi, une bonne connaissance de soi est importante, essentielle pour pouvoir mieux percevoir la spiritualité du patient et y répondre avec sensibilité dans le cadre de cette coélaboration du sens. Cultiver sa propre spiritualité selon Watson permettra d'entrer plus facilement en résonance avec la spiritualité de la personne soignée. Donc vous voyez là que le travail sur soi, la connaissance de soi, prennent une place beaucoup plus importante dans la formation de l'infirmier. On va plus loin, on a une cinquième catégorie à découvrir, la santé morale ou écologique, comme participation à un monde meilleur. Dans cette dernière catégorie se trouvent des définitions de la santé que l'on qualifie d'écologique, morale, issues des courants qui souhaitent intégrer tous les êtres vivants et toutes les dynamiques vitales pour penser la santé au sein d'un système interrelié. Une santé qui ne peut se définir en se limitant à l'individu. La santé et l'intentionnalité du soin sont proches de la vocation décrite par John Tronto de réparer le monde. Certains auteurs, issus des milieux médicaux et de la santé publique, n'hésitent pas à définir la santé comme un au-delà d'un état de bien-être physique, psychique, social et même spirituel. Ils l'envisagent comme une contribution à un monde meilleur et durable. Leur conception de la santé inclut la solidarité pour vivre dans un monde plus bienfaisant et harmonieux. Ils rejoignent les courants One Health et les éthiques du care, où l'interdépendance aux autres, à la société, est centrale. Elle est perçue positivement, contrastant avec la quête d'indépendance dans d'autres modèles de santé antérieurs. Ici, l'interdépendance, elle est même la modalité d'une vie en santé. Avec des affinités pour la santé globale, depuis ces 10 dernières années, des formulations émergent présentant une santé spirituelle, spiritual health, qui implique un investissement à la fois pour sa propre quiétude, confiance et estime de soi, mais en lien de manière organique avec un investissement envers l'environnement, l'action pour le bien commun, évoquant des nouveaux styles de vie.
Et le spiritual care correspondant n'est pas toujours aujourd'hui clairement décrit. On peut y voir des efforts pour mobiliser la société au travers de ces structures de soutien et de solidarité, l'engagement des citoyens pour faire communauté, les bénévolats, les caring communities, et sur le plan individuel, des pratiques spirituelles proposant de se relier aux autres et au monde, comme certains types de méditation, prières d'intercession. Et ces concepts sont particulièrement récents et n'ont pas encore été clairement traduits dans le domaine du spiritual care et notamment de la formation ou des compétences en spiritual care. Voilà, alors notre voyage touche à sa fin avec cette dernière catégorie. On va dézoomer et un peu revenir à cette cartographie globale. Elle permet de comprendre l'interrelation, cette cartographie, des concepts de santé entre eux. Donc vous avez une porosité entre elles, hein. Vous voyez ça dans les traits qui ne sont pas finis. Il y a une superposition dans de nombreuses définitions. Donc on peut souhaiter à la fois l'absence de maladie et surtout on peut espérer souhaiter l'absence de maladie, le bien-être global, l'accomplissement de buts, l'autotranscendance, la participation à la construction d'une société meilleure. Donc tout ceci évidemment n'est pas exclusif et paraît assez dépendant du contexte. Donc cette porosité, cette superposition ou articulation entre les concepts de santé, elle se rapporte par conséquent aussi à la diversité de l'offre en spiritual care. Dans la réalité clinique, concrètement, ces différentes manières d'envisager la santé peuvent cohabiter dans une même unité de soins, entre disciplines, entre professionnels. Elles peuvent aussi cohabiter dans l'esprit du professionnel qui mobilise certainement plusieurs concepts de santé dans une seule journée de travail, qu'il soit médecin ou infirmier. Cependant, la formation et le contexte de travail, en particulier la manière d'évaluer et de rétribuer les prestations, va avoir une influence sur la représentation dominante mobilisée dans les raisonnements et l'agir clinique. Et puis, il y a aussi l'adaptation au contexte de soins. Je vous donne trois petits exemples, hein. Il y a des professionnels engagés au service d'urgence d'un hôpital. Ils auront peu avantage à développer des compétences pour accompagner les processus d'autotranscendance chez leur patientèle. Par contre, dans leur cadre de leur travail, savoir repérer très rapidement si une personne suit des prescriptions religieuses au niveau de l'alimentation, des médications, si elle a besoin dans un moment très critique d'un rite, par exemple profane, hein, religieux, d'une prière, d'un objet ou d'une personne représentant sa foi, ça se révélera beaucoup plus opportun, évidemment. Amener un certain apaisement dans l'urgence, ce sera peut-être vital pour cette personne. Tandis qu'en rééducation, là où des patients reconsidèrent leur mode de vie et but, où l'accompagnement peut se faire sur de longues semaines, une approche par la santé positive avec une vision plus instrumentale de la santé physique et mentale peut s'avérer plus opportune en s'intéressant aux objectifs et buts à atteindre. Plus tard, en envisageant le retour à domicile, un travail plus en profondeur peut permettre aussi une santé élargissement de la conscience, impliquant un soutien à la personne dans son processus d'élaboration de sens pour ce qui s'ouvre devant soi comme période de vie. En santé mentale et communautaire, pour vous donner un autre exemple, envisager non seulement un environnement favorable pour la personne, mais aussi sa propre contribution à une société meilleure, permettra de replacer la personne souvent jugée à la marge dans une place contributive et positive au sein de la société, restaurant sa dignité. Donc ces interventions de spiritual care, leurs visées, sont donc hautement dépendantes aussi des phénomènes types à l'œuvre habituellement dans tel ou tel milieu, contexte et parcours de vie. Alors, implication pour la formation, ces constats plaideraient pour le développement de compétences de base, hein, dans tous les cursus de formation initiale, et puis de compétences plus spécifiques pour des contextes particuliers de soins nécessitant une approche plus sensible. Mais par rapport aux visées, on va parler plutôt des défis de l'interdisciplinarité, parce que cette recherche nous conduit également à réfléchir aux modalités de l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, elle peut se baser sur une complémentarité dans le cadre d'une même vision de la santé ou se concevoir comme
chacun sa vision de la santé selon sa discipline, par exemple. Donc l'uniformisation de la visée, par exemple, euh, la définition de l'OMS peut, d'une part, faciliter le dialogue interprofessionnel, donc donner l'opportunité de se rejoindre sur un même but commun, faisant office de lieu commun. En général, cette définition de l'OMS fait office de consensus, mais un consensus plutôt mou, un espace flouté qui satisfait rarement, véritablement, chacune des disciplines. Et l'autre manière d'envisager l'interdisciplinarité, c'est de distinguer et expliciter les visées différentes et d'instaurer des échanges interprofessionnels sur les visées. Cette fois, non à partir d'un but commun, mais de buts différents, dont la complémentarité va être bénéfique, impliquant une discussion, une négociation dans les priorités, complémentaires ou en compétition, éclairant la spécificité des rôles de chacun pour le spirituel. Et donc, ça veut dire prendre du temps pour en rendre compte, pour arbitrer ces conceptions et juger avec les patients, leurs proches, des priorités. Or, comme on sait, le temps de concertation aujourd'hui n'est pas reconnu. Et s'il l'était, encore faudrait-il que les parties prenantes aient bien conscience de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils portent habituellement comme concept de santé, qui guide leur action et celle de leur institution qui les finance et les évalue. Pour terminer, je vais évoquer quelques risques potentiels, juste rapidement, portés par ces concepts de santé. La négligence, donc entre ces deux tendances, la négligence ou l'instrumentalisation de la spiritualité pour la santé. Donc ça, c'est dans les conceptions les plus naturalistes, disons. Et puis, plus on monte, plus on rencontre d'autres risques, une injonction à être résilient, à trouver du sens au vécu, jusqu'à une forme de prosélytisme du sens. Ça, c'est un peu comme si non seulement vous deviez endurer votre maladie, les conséquences de celle-ci, et en plus, vous vous sentiriez une forme de pression à en faire quelque chose, à la dépasser, à y trouver du sens, hein. C'est bien résumé dans un ouvrage comme La fatigue d'être soi d'Ehrenberg. Et puis encore plus loin, ce que Foucault appelle le pouvoir pastoral de la médecine. Et là, on dirait que certaines conceptions de la santé revêtent un danger de moralisme et d'appropriation de la médecine de toutes les sphères de la vie, y compris ce qui appartiendrait plus au registre du social. Donc ça, c'est pour vous évoquer quelques risques, et donc c'est pas toujours si simple d'utiliser l'une ou l'autre de ces conceptions. Elles comportent toutes euh, quelques petits défauts. Alors vous me direz que faut-il apprendre aux médecins et aux infirmiers? Quels concepts de santé et de spiritual care semblent alors les plus pertinents? Alors je vais reprendre là un terme un peu à la mode. La biodiversité, dans un monde où la santé de type One Health est décrite au travers de l'interdépendance de la santé du vivant, on pourrait parler du bénéfice de la biodiversité des concepts de santé. Leur complémentarité est à envisager comme une richesse pour mieux soigner, mieux promouvoir la vie, selon les contextes de soins et en sachant se positionner et reconnaître qui est le professionnel le plus à même d'aider les personnes soignées, selon son savoir, son épistémologie, pour reprendre des termes barbares, ce qui lui a été transmis de meilleur par sa discipline. Il en va de même pour les buts du spiritual care qui devraient être accueillis alors dans la richesse de leur possible complémentarité, rendant l'enseignement certes complexe, mais plus en phase avec la réalité qui nécessite une approche diversifiée selon les personnes et contextes de soins. C'est aussi une manière de se prémunir de certains risques évoqués plus haut. Si on pousse un peu l'analogie, ce qui vaut ce qu'elle vaut, on pourrait parler, dans certains contextes de soins, d'envahissement d'espèces invasives, de concepts invasifs de la santé, qui en soi ne sont pas un mal, mais qui étouffent d'autres manières d'être en santé, d'exprimer sa manière de vivre et d'exister. Et aujourd'hui, les signes d'effritement, pour terminer, des systèmes de santé se multiplient, et les interrogations sur ce qui porte nos systèmes de santé invitent à revisiter leurs fondements et donc investir la recherche sur les concepts de santé pour offrir une orientation renouvelée est certainement une priorité aussi importante que peu encouragée. En ce sens, les recherches sur l'enseignement du spiritual care sont d'une actualité assez brûlante. Elles apportent un point de vue original pour penser l'édifice santé.
La formation en spiritual care, qui semble souvent un élément marginal dans un cursus, peut s'avérer un véritable ferment pour penser le soin et la santé différemment en proposant une réflexion aux institutions de formation sur les visées, les buts de celles-ci. Alors, on s'arrête là pour le moment. Ça, c'est la diapositive qu'on aime bien voir, enfin arriver avec du soulagement. Et déjà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on peut ouvrir sur les questions et les échanges maintenant. Merci, Serena. Alors, nous revoici tout le monde ensemble. Merci beaucoup, Serena, Bonjour Nicolas. pour la présentation. J'ai une question précédée un peu d'un commentaire, question qui va dans le sens en fait d'un non-usage du concept ou du terme. En tout cas, la question elle est dans le sens d'une disparition, hein, d'arrêter finalement, et si tu y avais pensé, d'utiliser en fait ce concept qui, initialement, effectivement, dans le départ, en tout cas au moins de la définition de l'OMS, cherchait, Mhm. était très utile pour contester une dominance. Mhm. Il a fait son chemin à travers même les théories en sciences infirmières qui ont juxtaposé tout un tas de dimensions pour faire voir la multidimensionnalité de l'être humain, etc. Donc on a eu des théories à ce sujet, jusqu'à un temps où tu t'as présenté des auteurs aussi où finalement, la santé est plus si énoncée, sinon pour dire qu'elle revient à autre chose que Ouais. qu'on a l'habitude de penser. Et de là, en fait, il y a un usage autour du bien-être, du confort, de l'identité, de Mhm. la construction de soi, de la santé comme ressource, de la santé comme finalité. Bon, finalement, on ne cesse de dire, à partir de la santé, ce qu'il faut considérer en oubliant ce dont il Mhm. s'agit, et en plus avec ce que l'on constate aujourd'hui d'un usage démultiplié du terme et d'une instrumentalisation du terme allant sur le terrain des préoccupations, bien sûr, à l'endroit des êtres humains, vers des préoccupations, tu l'as dit aussi, écologiques, vers des préoccupations financières, vers des préoccupations de portefeuille, si bien que Mhm. le mot, en fait, est explosé au service aussi d'un marché de la santé et des marchands de produits santé en tout genre. Ce qui nuit en fait au projet initial, peut-être d'un énoncé de l'OMS et peut-être même d'énoncés multiples qu'on retrouve en sciences infirmières, est-ce que nous, on doit pouvoir partager en sciences infirmières aux étudiants? Mais vu que finalement, il est de moins en moins peut-être fécond et de plus en plus mêlé, et qu'on s'y mêle de toujours plus parce qu'on a toujours autre chose à dire à ce sujet, n'y a-t-il pas lieu de penser en fait à ne plus l'utiliser? Mhm. Et peut-être de chercher alors des concepts plus opératoires, alors sur des terrains multiples, mais là je reviens à ton sujet du spiritual care, en fait du soin spirituel, où en fait on aurait des concepts plus intéressants pour défendre, par exemple, le déploiement, l'opérationnalité aussi du soin spirituel dans les champs de pratique de la santé, on dira, qui est aussi un champ bien délimité par le terme, qui opère une dominance. Donc un champ de pratique où la question du spiritual care mais pourrait trouver ses assises, non pas sur le terrain du concept santé, mais sur un autre terrain qu'il faudrait dorénavant plus faire voir, plus mobiliser, pour asseoir aussi la légitimité des acteurs multiples qui sont impliqués sur ce champ, Mhm. on va dire, hein, de la spiritualité. Voilà le commentaire et question. Ah, merci beaucoup, Nicolas. Je comprends cette interpellation très très bien et en même temps, euh, ne plus offrir justement cette confrontation entre ces définitions me paraît potentiellement dangereux parce que ce qui va prendre la place, c'est la définition implicite qui va être portée par le monde, notamment économique de la santé, qui a lui une vision très claire de ce qu'est la santé. La santé, pour lui, c'est remettre debout des personnes pour qu'elles contribuent à une force économique. Et donc, c'est ça qui risque potentiellement d'être véhiculé sans qu'on arrive bien à nommer et à être confronté. Alors,
les, les- je suis d'accord avec toi, on va toujours un peu plus loin, on essaye toujours d'interpeller de manière plus fine ces concepts. Moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est de maintenir le tout, parce que autant Christopher Bors a raison, il y a un moment où il faut euh, statistiquement pouvoir poser quelques normes. Enfin, je veux dire plutôt qu'il n'a pas tort, plutôt qu'il a raison. Donner des repères, quitte à les questionner et les questionner fréquemment, différemment. Et ces concepts, tu connais très très bien toutes ces théoriciennes des soins infirmiers. Et je te remercie aussi d'avoir beaucoup publié des choses extrêmement aidantes dans ce domaine. Euh, Elles sont d'une interpellation très intéressante, un peu extrémiste par moment. Et puis elles aussi, elles n'ont pas tort, mais elles n'ont pas raison. Et donc j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup, au contraire, que les étudiants puissent se confronter et voir le versus intéressant, plutôt, d'une conception de la santé, ces risques, ces opportunités d'élargir, de voir les choses différemment. Mais j'ai peur, moi j'aurais peur qu'on n'utilise plus plutôt plutôt l'histoire qui va avec. Parce que à chaque fois, elles émergent à cause d'un contexte bien précis, ces définitions. Et c'est ça qui est fabuleux. Mais ce que j'ai, moi, expérimenté, soit dans mes études de santé publique, par exemple, c'est qu'on ne me parlait pas du tout. Donc, j'ai pas eu aucune. Donc, j'ai fait un master en santé publique. Jamais on s'est arrêté sur la définition de la santé elle-même. C'était quand même un peu fou. Quand je montre la manière de concevoir la santé par ces théoriciennes du paradigme de la transformation, là, ces théoriciennes de soins infirmiers, à des étudiantes en master en sciences infirmières, elles n'ont pas entendu parler de cela. Alors certainement pas chez vous, chez toi à Laval, hein, mais en tout cas en Europe, c'est vraiment très très rare. Alors, garder ce lien entre pourquoi, à un moment donné de l'histoire, une conception de la santé émerge et pourquoi elle vient questionner, hein, Christopher Bors, il le fait aussi pour des raisons particulières. Moi, ça, le fait d'avoir lu pourquoi il était si, comment dire, euh, remonter par rapport à des définitions. Il lutte contre les définitions de la santé qui mettent un préjugé, une valeur. Parce qu'en fait, il voyait que dans le DSM, l'homosexualité allait être définie comme une maladie. Et il veut vraiment dire, oh non, il ne faut pas commencer à médicaliser, pathologiser l'homosexualité. Donc il y a des choses comme ça qui sont quand même très intéressantes à montrer dans leur contexte. Voilà, ça c'est un. Je sais pas si ça fait. Ça va pour toi, Nicolas? Oui, oui, merci. Merci beaucoup, Serena, pour la présentation. J'ai trouvé ça très fascinant. Puis, alors, bravo pour cette exploration, mais aussi pour rendre aussi le fait que toutes ces théories, c'est un essai de réduction à un ou deux paramètres. Là, bon, c'est moins grossier que la manière dont je le décris actuellement, là, mais de quelque chose de très complexe qui est la santé. Ben, je pense que pour ce qui est de la spiritualité, on est dans les mêmes eaux, dans les mêmes difficultés conceptuelles ou même méthodologiques. Là, pour arriver, comment peut-on vraiment réduire à un ou deux paramètres des choses qui est aussi complexes? Moi, ça me pose question sur l'identification des compétences. Parce que là aussi, il y a un enjeu de complexité qui fait que est-ce qu'on peut vraiment réduire à un référentiel quelques paramètres un savoir-faire, un savoir-être et un savoir qui pourrait s'intéresser justement à cet aspect-là dynamique de la vie humaine, la question du sens, mais aussi la révolte contre le non-sens. Écoutez, moi, je vais aller lire Furtos parce qu'il y a quelque chose là qui me parle, qui me parle vraiment là, sur le fait que, bon, arrêtons avec ces visions un peu théâtre là, du rôle de la spiritualité. Puis, alors voilà, c'est plus un commentaire, c'est-à-dire, je pense que le genre
le genre de traversée que tu nous as fait faire, en tout cas, nous permet de voir que toutes ces tentatives de réduction, bon, c'est un effort louable, sincère pour essayer de avoir une prise un peu sur ces aspects-là dynamiques. En même temps, c'est un effort louable et sincère dans une institution de pouvoir, qui est l'institution sanitaire. Bon, tu reconnais peut-être un peu mes adeptes, mais je pense qu'il y a là, c'est un autre exemple de l'espèce d'indisponibilité foncière, hein, la difficulté qui est liée même à l'idée même de la santé, puis pas juste l'idée au fait de la santé, si c'est une chose comme ça, ou encore au fait de l'expérience spirituelle, cette indisponibilité foncière à être enfermé dans des boîtes conceptuelles ou dans des programmes ou dans des référentiels, des trucs comme ça. Voilà, c'est mon commentaire. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette traversée. Non, mais ça fait écho et ça résonne énormément parce que, évidemment, quand tu imagines bien quand tu fais une thèse qui a pour but second d'aider à établir un référentiel concernant la spiritualité et la santé, tu as peur de commencer à normer des choses. Et alors, on a beau élargir et se poser sur une très très ample littérature, sur des consensus, ça ne reste que, en plus des consensus qu'on se fait entre occidentaux, une littérature, etc., etc. En même temps, il y a un souci ontologique. La spiritualité, souvent je dis, ben voilà, mettre le souffle dans un cadre, c'est un peu compliqué. Et la santé qui a à faire avec le bonheur et la liberté, allez-y pour les définir, effectivement. Donc je te rejoins évidemment, mais il n'y a que en étant finalement assez, je trouve, humble, c'est-à-dire en se disant ce sont des moyens pédagogiques, mais il faut arriver à transmettre ça. C'est-à-dire, ce sont des moyens pédagogiques, les référentiels aussi, pour aider des enseignants qui sont dans une espèce de magma, un tohu-bohu, par rapport à une tension louable de vouloir enseigner le spiritual care. Et qui, sans cela, ils iraient parfois, alors certains le font avec vraiment une formation importante et large, et puis d'autres n'ont pas cette occasion, cette opportunité-là, on leur confie cette charge-là, ils le font un peu comme ils peuvent. Eh bien, les référentiels sont quand même il faut les imaginer comme des portes ouvertes sur quelque chose qui les guide, mais qui doit les ouvrir. Et là, il faut arriver à mettre des points d'interrogation dans comment dire, les textes qui sont en conclusion ou en introduction de ces référentiels. Et c'est là que se joue notre rôle. Oui. Parce qu'il y a effectivement je vois le concept, par exemple, de santé positive de Hubert. Il est aujourd'hui repris par la moitié enfin, la fédération qui s'occupe de la moitié des institutions sociales sanitaires en Belgique. Et leur définition, elle a le mérite, elle se tient en une demi-phrase. La capacité de s'adapter et s'autogérer, c'est magnifique. Et donc, effectivement, après ça, sur leur site, il n'y a rien d'autre. Et donc là, il y a vraiment une interpellation voilà, pour ajouter les points d'interrogation et faire du jeu. Et merci pour ta remarque. Mario Bélanger, tu peux ouvrir ton micro? On t'écoute? Bonjour Mario. Bonjour Serena. Merci énormément pour ce travail vraiment passionnant. Ça m'a permis d'avoir plein d'idées pour utiliser ces concepts-là, puis pour pouvoir ouvrir un dialogue là, sur le type de soutien spirituel qui peut être apporté aux usagers. Entre autres avec les étudiants en premier pour qu'ils puissent fonder leur vision de la santé et non seulement de la spiritualité. Alors, faire la conjugaison des deux. Je pense aussi aux équipes de travail d'intervenants en soins spirituels. C'est des questions qu'on ne s'est pas posées beaucoup
Mhm. Et puis, on en venait là, dans une équipe de direction là, à se poser cette question-là. De quelle santé on parle? Alors, ça va devenir super intéressant aussi. Ça ouvre plein de portes, ce que tu présentes. Puis, ben, c'est un commentaire pour dire qu'il y a vraiment de la matière là, pour continuer à en ouvrir. Je suis contente si ça peut stimuler et puis surtout apporter voilà, ben justement un peu de diversité dans les discussions avec surtout les directions. Souvent, les directions n'ont pas la moindre idée de comment elles peuvent re-questionner ou même nommer, parce que la majorité des institutions n'ont pas nommé comment elles voient la santé et au mieux auront repris et copié-collé la définition de l'OMS. Ce qui pose des questions évidemment pour tout le personnel, y compris les intervenants en soins spirituels que vous êtes. Ouais. Ouais. Ah bah, très bien, je suis contente. Je me demande si tu avais quelque chose un petit peu plus élaboré à nous présenter à propos de l'interdisciplinarité. Il me semble que tu es passé vite un peu. Est-ce que tu as travaillé un peu ça davantage dans ta thèse ou pas? Euh, Pas vraiment. Euh, Pas vraiment. Ce qu'il faudrait, en fait, par rapport à l'interdisciplinarité, ça c'est un appel, je suis au bon endroit pour le faire, c'est pouvoir permettre de faire le même travail, parce que moi j'ai fait surtout ce travail entre infirmiers et médecins, dans ces deux disciplines, médicales et infirmières. Mais c'est manquant et ce serait très important de le faire entre l'accompagnement spirituel, dit justement spécialisé, hein, et les autres professionnels de la santé. Et là, il y a vraiment une difficulté à être vraiment dans une interdisciplinarité qui porte du fruit si on n'arrive pas à faire ça. Et c'est peu présent. Moi, j'étais un peu limite choquée de voir que toute la littérature que j'ai quand même eu la joie de lire, il n'y avait pas cette question-là. Qu'est-ce qui, finalement, est-ce que les compétences de base des professionnels de la santé, c'est simplement le b.a.-ba des compétences d'un aumônier, ou accompagnant spirituel ou intervenant en soins spirituels? Non, c'est encore différent. Et donc ça, c'est, il- et est-ce qu'on peut, quand un infirmier ou un médecin ou un physiothérapeute, peu importe, veut évoluer dans sa formation dans le spiritual care, est-ce qu'il va aboutir aux compétences d'un accompagnant spirituel, je vais dire ça pour faire plus vite? Eh bien non, pas forcément, c'est différent. Il va peut-être travailler plus sur le leadership, plus sur la promotion de la santé, justement. Enfin bref, donc ça n'a pas, c'est quelque chose qui n'est pas travaillé et qui serait euh, fondamental pour parler de modèle d'interdisciplinarité. Ou en tout cas, pas que je le sache, hein, si ça a été fait de manière approfondie. Alors, évidemment, quand on commence à aller dans les spiritualités, médecines alternatives et spiritualités qui sont liées en général, c'est, c'est, c'est évidemment très, très enrichissant. Il y aura vraiment un travail magnifique à faire là. Mais bon, évidemment, donc l'objectif de la thèse, c'était d'aboutir à un référentiel pour la Suisse. Alors, on n'a pas commencé à, Ben, à aller dans ce domaine-là, même si en Suisse, à un moment donné, ils ont reconnu et financé certaines médecines dites complémentaires, pas alternatives, on devrait dire complémentaires plutôt. Enfin bref, pour revenir au fait que, voilà, on retrouverait des catégories différentes par rapport à la santé comme équilibre, comme harmonie, etc., qui seraient voilà, qui enrichirait encore la discussion et justement, comme disait Nicolas von Arx, d'autres manières voilà, d'interpeller euh, ces définitions. On a déjà vu que c'est déjà cinq catégories drôlement différentes, hein. Donc là, on pourrait continuer, oui.
Et ça va, et voilà, et on va encore évoluer. On n'a pas fini. On va pas s'arrêter à One Health. Il y aura, même si aujourd'hui, ça nous semble, tout comme quand les théoriciennes du paradigme de la transformation, ces théoriciennes des soins infirmiers, ont parlé de la santé comme actualisation de soi, je pense qu'elles pensaient être arrivées au sommet de ce que serait la santé, en fait. Et puis non, Mhm. quelques années plus tard, on vit différemment. Il se passe qui sait si l'intelligence artificielle va pas nous offrir, on va lui poser la question d'ailleurs, qui c'est qui nous fait le prompt? Ah ah. Merci pour la réponse. Je vois qu'il y a une autre. Yves Rochette. Vas-y. Oui, merci beaucoup, Madame Boucheter. C'était vraiment intéressant. Je trouve que ça, ça complexifie la chose. Puis, dans les faits, c'est un bon point. Un bon point. Puis, ça me pose toutes sortes de questions terrain, dans le fond. Moi, je suis dans le réseau, là, à Québec. D'abord, le premier commentaire que je ferais ou réflexion, c'est peut-être l'idée que j'ai l'impression qu'en moi, il y a différentes stades de définition. C'est comme si je m'observe dans le réseau depuis plus de 20 ans, puis j'ai l'impression que ma vision a changé de la santé, qu'il y a une part de ma vision qui n'est pas consciente, puis il y a une part de ma vision qui est plus consciente. J'ai fait de la formation en cours de route qui m'a amené à approfondir certains éléments. Ce qui fait que ce que j'apprécie beaucoup de ce que vous avez défini un peu, c'est comme si j'avais l'impression de me voir un peu historiquement évoluer dans une vision de la santé en ayant été plus ou moins conscient. C'est ce que je trouve qui est quand même assez complexe quand on traite de cette question-là, parce qu'il y a une part de nous euh, qu'on décide, comme si on avait qu'on prenait des options, puis il y a une part de nous qui faisons ça un peu, je ne sais pas trop comment, dans le fond, là, avec l'air ambiant, selon les expériences, selon les sphères d'influence qu'on a eues aussi dans nos parcours. Fait que moi, je parle d'intervenants en soins spirituels, puis j'imagine que c'est encore plus vrai pour d'autres professions pour qui la spiritualité, c'est pas central, mais la santé, oui. Alors, tu sais, moi, ça m'amène un intérêt. En même temps, ça m'amène des questions parce que je vois aussi dans cette complexité-là la difficulté de communiquer entre les professionnels, puis pas juste entre la santé et la spiritualité, mais entre nous comme différents professionnels, dépendant de concepts qu'on a. Fait que je ne sais pas si vous avez réfléchi un peu à ça, dans le fond, la communication que ça peut donner dans le réseau quand on a différentes visions de la santé. Puis l'autre question, c'est est-ce que on peut voir ou proposer un idéal qui amène au plus grand? Est-ce que est-ce qu'il y a une progression dans la formation qu'on pourrait dire, dans le fond, l'idéal, ce serait de toujours faire évoluer sa vision pour l'élargir, ou bien elle est telle qu'elle est pour moi, puis c'est celle que j'adopte. Merci beaucoup. Je vais juste, d'abord, il y a quelque chose que vous avez évoqué auquel je n'avais pas pensé, que je trouve très intéressant, c'est ce que vous dites dans le pas conscient. Et j'ai une image quand vous racontiez ça de ces affiches là, un arrêt de bus ou etc. où on voit tout le temps évidemment ces publicités où on est beau, on est grand, etc. Et puis euh, de toute cette manière de retoucher les photos aujourd'hui, hein. Et donc il y a aussi une manière, une influence. Vous avez parlé des sphères d'influence. Et il y a toute cette manière d'être pas conscient qu'on a aujourd'hui probablement une définition de la santé qui a quelque chose de aussi esthétique, alors que on n'osera jamais le noter comme ça. Enfin, un genre de choses qui fait qu'il faut être beau pour être en santé, etc. Donc ça, c'est très intéressant ce que vous dites sur le conscient, pas conscient et les sphères d'influence. Merci beaucoup. Euh, Comment communiquer entre professionnels, entre intervenants sur nos représentations de la santé? C'est un petit peu ce que vous,
Parfois, j'imagine hein, que ça doit arriver à des moments un peu fondamentaux quand on veut recentrer sur le but de notre service, au fond, hein, quand on a les moments où on revient. Soit c'est parce qu'on a eu des cas particulièrement compliqués et on ne sait pas ce qu'il faut faire, ou etc., par rapport à un suivi d'un patient, d'une famille. Soit c'est parce que voilà, on se redemande, ou face à une direction, on nous redemande un peu à quoi on sert. Et là, c'est des occasions de préparation et de communication. Je pense que c'est des occasions très intéressantes de mettre ça sur le tapis, mais il faut évidemment que quelqu'un puisse le mener hein, et apporter cette question-là. Sinon, je n'ai pas de modalité à offrir. Et vous parlez enfin d'un idéal. Hein, quel est le plus grand idéal? Mais honnêtement, moi, je trouve que l'idéal, c'est de pouvoir être capable de naviguer entre différentes conceptions et d'élargir nos conceptions de la santé. Enfin, d'en avoir un répertoire de plus en plus large. Et parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Christopher Borg, c'est de revenir parfois, moi je trouve qu'elle est très intéressante à certains moments. Et puis une autre, hein, et d'être capable d'avoir cette plasticité, pour moi c'est l'idéal. Et d'être capable de temps en temps d'en ajouter, de se demander, tiens, est-ce que l'IA va nous apporter de nouveaux concepts de la santé? Bah, ça, c'est une manière de continuer le chemin. Ouais, très intéressant. En vous écoutant, j'ai comme cette idée que à partir de votre nomenclature, il pourrait arriver que j'écoute un patient en me demandant quelle est sa vision à lui ou à elle de la santé. Puis, est-ce que je peux y correspondre, y être ajusté pour, dans le fond, fournir ce dont il a besoin? C'est très riche, merci. Merci à vous. Effectivement, ça nous ramène au fait que la personne qui est patiente, elle aussi, elle a probablement sa vision de la santé. Peut-être pas très élaborée, mais c'est une belle piste aussi. Il y a Frédéric Bonenfant qui a une intervention aussi. Plus une préoccupation qu'une question. Je ne sais pas. Depuis tantôt, je cherche une façon de la formuler de manière savante, mais j'ai juste l'image de l'écosystème en tête, de la biodiversité que tu as utilisée à la fin, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ma préoccupation, c'est en voulant faire tout ce référentiel-là, je comprends le pourquoi. Je ne l'ai pas dit au début, c'est magnifique ce que tu as fait. Je voulais, parenthèse fermée. En faisant ce référentiel-là, il y a un focus qui est beaucoup fait sur les intervenants, sur les acteurs de ces milieux-là. À mon sens, peut-être une petite perte de vue des contextes puis de l'influence de ces écosystèmes-là, entre guillemets. Et l'image que j'ai, c'est que là, on est en train de faire un herbier, mais qu'on n'est pas en train d'expliquer pourquoi dans tel espace, telle espèce pousse et telle espèce ne peut pas pousser. Disons, si on pousse l'analogie plus loin, jusqu'à quel point vous êtes capable d'intégrer dans les préoccupations de l'enseignement pas juste les connaissances de telle conception, mais les connaissances des mécanismes qui font en sorte que c'est cette espèce-là qui domine là, c'est cette espèce-là qui domine là. Oui, en fait, il faudrait doubler ce travail. Et ça, c'est revenu tout à l'heure suite à la question de Nicolas. Il faudrait doubler ce travail-là du processus historique et de l'émergence de ces concepts, ça c'est sûr. Et il faudrait pouvoir, et c'est toujours fascinant de voir pourquoi tout d'un coup on voit les choses différemment. L'histoire des idées, hein, au fond, mais l'histoire des idées, des concepts de la santé, c'est vraiment quelque chose qui manque. Et puis, en tout cas, moi, dans toutes mes formations, ça m'a énormément manqué. Et la poésie qui va avec. Parce qu'en fait, c'est assez génial à chaque fois de voir comment, je prends un autre exemple qu'on n'a pas évoqué là, mais comment la santé est vue comme un équilibre, un processus relationnel dans des communautés avec des forces invisibles, les ancêtres, etc. Pourquoi à ce moment-là, on voit ça comme ça dans l'humanité et pourquoi après comme si...
les influences, on en a parlé, socio-économiques, etc. Ce serait un travail magnifique à faire. Voilà, ça en fait deux ce soir, ça en fait deux. Guy, il est en train de noter parce qu'il va rechercher Ouais. des questions pour nous aider à faire ces travaux-là, n'est-ce pas? Ah, pas sûr que c'est assez. On va interpréter ça comme ça, oui. C'est comme moi, je veux que ce soit. On va prendre une dernière intervention. C'est Caroline Maltais, qui est, Serena, une de nos collègues de sciences infirmières avec qui on travaille sur le projet pilote. Donc, Ah, Caroline, tu peux ouvrir formidable. ton micro, on t'écoute. Oui, bonjour. Merci pour la richesse de ta présentation puis de tes travaux, là, de ta thèse. Je vais rebondir sur les dernières interventions qui ont été faites, la question du contexte puis de l'intelligence artificielle, mais je n'irai pas dans l'univers de l'intelligence artificielle, mais plutôt dans l'univers de la technologie. Moi, je viens du monde de la chirurgie. Ça Mhm. fait que ça va être très concret et on travaille le projet au cœur d'un stage de chirurgie. Et on sait que les pratiques en termes de soins, de traitement se transforment. On parle d'hôpitaux à domicile, on Ouais. parle de technologies qui sont beaucoup moins invasives, qui transforment nécessairement le sens que la personne va donner à sa maladie. Je prends l'exemple en oncologie où on a fait des avancées qui sont incroyables, ce qui fait qu'on a des traitements beaucoup moins lourds qui fait que ça change. Il y a comme un écart entre là où la recherche nous mène avec ces données et là où il y a des représentations sociales Mhm. de ce que ça peut être. Et là, je me dis justement à quel point tout ça va venir transformer, et d'un, la conception de la santé que la personne va se faire. Parce qu'elle peut avoir au préalable une idée de ce que peut être la Oui. santé et la maladie. Là, elle se retrouve dans une situation de maladie, mais qui ne correspond peut-être pas à ce elle s'était faite auparavant, compte tenu de toutes ces avancées-là. La personne, je reviens encore avec la chirurgie, la personne qu'on hospitalisait pendant des semaines et des semaines en début de ma pratique, et qu'aujourd'hui, ces personnes-là vont être quelques jours à l'hôpital puis vont être reparties à domicile, ça change et ça change aussi le point de contact entre l'intervenant et la personne soignée. Ce temps de contact-là est beaucoup plus court. Donc, la relation soignante, c'est beaucoup plus court pour être capable d'établir une relation soignante qui va permettre de pouvoir aller chercher cette dimension de la spiritualité. J'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, alors, si on, j'ai pas grand-chose à ajouter. Vous faites une très belle synthèse des grands changements qui sont là, qui nous attendent et qui vont encore s'intensifier. Euh, et est-ce que ça va changer notre manière de voir la santé? Probablement. Est-ce que ça va changer et ça change notre manière de prendre soin? Ça, c'est certain. Maintenant, oui, même, alors l'autre image qui me venait quand vous parliez, c'est celle d'être de plus en plus souvent aussi vu, perçu. Par exemple, notre corps est perçu en tranches, en 3D. On a des perceptions aussi différentes. Et ces perceptions vont forger quelque chose parce qu'on en aura, on ne voit plus nos corps comme il y a 100 ans, etc. Et ça va aller de plus en plus, voilà, encore de plus en plus rapidement. On va en voir de plus en plus souvent des images différentes. Donc, je suis juste d'accord avec vous. On ne sait pas, on va, on peut peut-être voir des prémices, mais on ne sait pas encore nommer. Mais je reviens à cette question de Frédéric et je trouverais très fort si, au sein, par exemple, de la chaire, de notre réseau, on pouvait poser ce que vous avez nommé les conditions d'émergence de ces concepts de santé. Euh, voilà, et puis voir ces processus, comment ça mène à d'autres manières de voir les choses, ça serait formidable, y compris dans des endroits de haute technologie comme les vôtres. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai pas
Madame beaucoup à Serena? ajouter, mais je trouve que votre interpellation, elle est très juste. Ouais. Madame Serena, possible? Ah, il y a Monsieur Varela, on vous Oui, laisse la parole, pas trop longtemps parce qu'on arrive à non, la fin, mais vous non, êtes non, non. notre Très dessert, quoi. bref, très bref. Merci de cette importante conférence concernant la santé, que c'est l'évidence qu'on a bien conçu la vie et bien vécu la vie, à mon avis, non? On est responsable de nos maladies et de notre santé, bien sûr. Dans le passé, la psyché, dans les ambitions et tellement de choses qui ont participé à à la certitude de qu'on est vivant et en désirant de vivre plus encore. Mais moi, je suis patient. Je vous écoute comme patient. Dans quelques jours, j'aurai une chirurgie de prostate laser sans cancer, Dieu remerciant, et hypertrophie prostatique. Et je me suis, je me sens touché parce et comme j'ai fini mes renseignements concernant la chirurgie même et les processus à faire, les procédures à faire, etc. Et j'ai répandu la confiance dans mon médecin urologue. Ça, c'est une attitude spirituelle que j'ai envers lui. Le docteur Nahem Bojani au CHUM de Montréal, excellent, qui m'a dit, Eduardo, je suis bon à ça. Je suis bon à la chirurgie laser de la prostate. Ça m'a touché fortement. Alors, je crois que c'est une attitude spirituelle et en donnant toute ma confiance à lui, comme patient, et je vais l'exprimer. J'aime faire les éloges quand il y a des qualités, je m'exprime toujours et je lui dirai, docteur, je suis, Dieu vous aide, s'il vous plaît, je suis dans vos mains, en pleine confiance. Alors, je crois que c'est une attitude spirituelle dans ma situation présente envers lui, en combinaison avec lui. Ben, Merci. merci beaucoup. On finit avec une parole d'un professionnel, mais qui est aussi une parole de patient, hein? Donc, Oui, oui, je suis médecin. Je suis c'est médecin ça, à la retraite, mais une forme d'interdisciplinarité interne. oui. Alors, on arrive au bout de notre rencontre, tout le monde. Un grand merci d'abord à Serena Buchter de nous avoir généreusement partagé le fruit de ses recherches et d'avoir ainsi nourri notre réflexion sur de nouvelles pistes. Et ce n'est pas fini, je crois, comme réflexion. Je te dirais, Serena, que lorsque ta thèse de doctorat sera accessible en ligne, ce qui devrait être fait sous peu, nous allons l'annoncer dans le site web de la chaire, bien sûr. Nous te souhaitons une heureuse suite dans tous tes engagements de recherche, d'enseignement, de coordination. Merci à tout le monde de votre intérêt et de votre participation. C'est toujours agréable de vous retrouver. Bonne fin de journée ou de soirée, dépendant où vous êtes, et veillez bien sur vous.